J'ai fait mon meilleur judo, j'ai eu mes plus beaux Jeux olympiques. Si on devait me dire à combien de pourcents il est dans la réussite de cette médaille, je dirais 60 à 70%, modestement. Ah, quasiment. Voilà. Merci, merci. Imaginez un monde où nous vivrions en meilleure santé, plus longtemps, avec plus d'énergie et moins de stress. Bienvenue dans le podcast Healthier Humanity. Je suis Jean-Charles Samuelian-Werve et j'interviewe des experts à la renommée mondiale, des athlètes de haut niveau ou des leaders visionnaires pour parler du futur de la santé, du bien-être et de la longévité. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir non pas un, mais deux invités exceptionnels. Merci beaucoup d'être là, Teddy et Julien. Alors, d'abord, une légende vivante du sport français et mondial, je dirais même, Teddy Riner, et accompagné de son préparateur physique et mental, Julien Corveau. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui, à tous les deux. Merci. Merci. Teddy, tu es tout simplement l'un des plus grands judokas de tous les temps. C'est pas que moi qui le dis, c'est avec un palmarès qui donne le vertige, 3 médailles d'or olympiques individuelles, 2 médailles d'or olympiques par équipe, 11 titres de champion du monde, une série de 154 victoires consécutives qui a duré près d'une décennie. C'est plus que 2 jours d'affilée que j'ai fait dans Duolingo. Et, et Julien, tu es l'architecte derrière la préparation physique et mentale de Teddy depuis plusieurs années. Tu as joué un rôle crucial dans sa préparation pour les Jeux de Paris 2024 en mettant en place des méthodes d'entraînement innovantes dont on a déjà discuté et dont je suis très heureux qu'on fasse découvrir à notre audience aujourd'hui. Votre collaboration a commencé pas après le tournoi de Paris 2020, si je me souviens bien, et vous avez parcouru ensemble plus de 9 pays, des camps d'entraînement, des stages, travaillant sans relâche sur tous les aspects de la performance. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on creuse un peu tout ça, cette approche holistique de la performance, de la santé, de la préparation. Mais pour commencer et pour comprendre très rapidement vos parcours respectifs, Teddy, comment est-ce que tu t'es initié au judo? Comment ça a commencé pour toi? Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents parce que j'étais voilà, débordant d'énergie à un certain âge. Et en fait, ma mère avait trouvé un multi-activité à l'Aqua Boulevard. Donc, il y avait escalade, natation, golf, squash, tennis, modern jazz, judo et peut-être certains autres que je vais oublier. Voilà. Et je faisais le mercredi et le samedi tout ça. Et en plus, je rajoutais le mardi et le jeudi le foot. Moi, j'adorais. J'aime le sport. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et à un certain moment, vers les 12-13 ans, j'ai dû faire un choix entre le judo et le foot. Le foot, c'était les détections, sauf que c'était un sport d'équipe, ça nous arrivait de perdre. Et le judo, c'était un sport individuel. Et j'avais déjà de très bons résultats. Donc, j'ai eu une discussion avec chacun de mes entraîneurs. Et je suis parti plus au niveau judo. Et je crois que je n'ai pas fait un mauvais choix. Plutôt une bonne décision. Voilà. Ouais. Ouais, on ne sait pas, peut-être que tu aurais été aussi Ouais. 150 fois Ballon d'Or. On en a parlé il y a quelques jours. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ou tu pourras faire comme Michael Jordan, faire une Baseball, ou une après-vie. Écoute. Julien, comment t'es arrivé, toi, dans la préparation sportive de haut niveau? J'ai commencé par les cuisses abdos fessiers, hein, voilà. Faire souffrir les petites dames le samedi matin, ce genre de choses. Ensuite, je me suis dirigé vers la préparation individuelle, donc en salle collective. Et petit à petit, en fait, j'ai essayé de savoir comment un athlète fonctionne, qu'est-ce qu'il lui faut pour performer. Et je me suis intéressé à ce qui se passait ailleurs, notamment avec des préparateurs au Canada, ce genre de choses. Et finalement, j'ai pensé à une méthode qui pouvait être importante et nécessaire pour les athlètes. J'ai mis en place avec des personnes lambda. Il y a eu de bons résultats et derrière, je l'ai proposé à Teddy avec sans relâche, parce qu'il n'était pas forcément attiré par ça au départ. Et au fil des semaines, des mois, voilà, il est revenu vers moi et finalement, peut-être qu'il va le raconter mieux comment ça. Ouais, ça m'intéressait de savoir comment vous avez commencé votre collaboration. Du coup, quelle est ta version d'essai? Moi, c'est... en fait, Julien, il a toujours été un petit peu à mes côtés parce que c'est quelqu'un que j'appréciais et que c'est comme si c'était
un membre de la famille, voilà. Et plusieurs fois, il venait, il me disait, il posait des questions, mais il posait des questions, mais avec la réponse. Puis mon oreille ne prêtait pas forcément attention. Lorsqu'on est dans un moule, un cadre qu'on a toujours connu, on se dit pas forcément qu'est-ce que je vais faire de ce côté-là. Moi, c'était plus axé judo, c'était plus axé préparation mentale, mais pas forcément préparation physique, nutrition, santé, quoi. Santé, plus. Et un jour, mon oreille s'est prêtée à lui. Parce que je me remettais en question après une défaite sur un tournoi, l'une des premières de ma carrière. Donc, pas évident. C'était pas la mer à boire, mais il faut se poser des questions quand il y a une première défaite. Et j'ai commencé à travailler avec lui, tout en continuant à me remettre en question. Et j'ai vu que sa méthode portait ses fruits. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai dit, je te donne les clés. Vas-y, montre-moi le chemin pour continuer dans ma préparation, continuer à gagner des médailles et surtout avoir une santé de fer. Et c'est vrai que je peux rien dire. Je peux rien dire puisque ça marche, puisque je me sens mieux, puisque j'ai l'impression de rajeunir et puis surtout, je vois mes performances physiques, ma façon aujourd'hui de me nourrir. Ah, ça m'a juste permis d'être meilleur. Rien à dire. Je peux pas apporter aucune négativité sur sa façon de travailler. Le tester, c'était l'adopter. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça. Et est-ce qu'il y a eu des moments, et après on va creuser un peu tous ces sujets-là, ce qui sont passionnants, mais dans votre collaboration, est-ce qu'il y a eu des difficultés à certains moments? Comment vous les avez surmontées ensemble? En fait, oui, il y a des difficultés. Il y a eu des difficultés. Quand vous intégrez un staff qui a toujours été à vos côtés, une nouvelle personne, le temps ils digèrent tout ça, ça met un petit peu de temps. Derrière, quand ils voient de leurs yeux la progression de leur athlète, là, ils commencent à se dire, ah, peut-être qu'il a bien fait. Ensuite, quand on voit le travail, le changement que ça peut apporter sur un athlète, on se dit, voilà, c'est la clé, c'est comme ça qu'il faut travailler. Mais il y en a qui vont penser que en recopiant sur des papiers ou en prenant des notes, ça suffit. Non, il y a du travail derrière. On ne devient pas un spécialiste de la haute performance comme ça. C'est du travail, je pense, des années d'études. Et après, c'est la bonne personne. Mais en tout cas, depuis que j'ai commencé à travailler avec lui, je peux rien dire. J'ai fait mon meilleur judo, j'ai eu mes plus beaux Jeux olympiques. Si on devait me dire à combien de pourcents il est dans la réussite de cette médaille, je dirais 60 à 70%, modestement. Quasiment. Voilà. Merci. Incroyable. Et avant de creuser là-dedans, c'est quelque chose que tu as mentionné sur la préparation mentale. Et la première fois, on avait échangé, ça m'a beaucoup marqué. Tu es un des rares athlètes, en fait, je pense, qui a pris un psychologue du sport dès l'âge de 14 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce processus et comment ça t'a accompagné dans toute ta carrière et ton parcours? En fait, tout à l'heure, tu disais, Julien, préparateur mental. En fait, Julien, il n'est pas forcément préparateur mental, mais en fait, il l'est parce que à un moment, il doit parler à l'athlète. Moi, quand je dis parler à l'athlète, je sais qu'il en a d'autres, mais moi, parfois, il me fait de la préparation mentale. Sa carte, oui, c'est vrai, c'est beaucoup la préparation physique, mais il a une casquette aussi, une nutrition. Donc, c'est vraiment une personne multitâche. Et moi, pourquoi j'ai très tôt, à l'âge de 14 ans, je suis allé voir une psy. En fait, quand vous rentrez à 14 ans à l'INSEP et que on vous dit que vous êtes l'avenir, vous êtes le futur et que vous êtes confronté sur le tapis à des adultes qui sont en équipe de France. Vous n'êtes que cadets. Et que ils doivent soi-disant prendre soin de vous. Au lieu de ça, Je sais pas ce que ça veut dire. et vous mettre la misère, notamment. Et vous mettre la misère. Comment se relever, comment assimiler ça quand vous êtes un jeune qui est en devenir, mais qui doit prouver. Donc ouais, je suis allé voir un psychologue pour ça. Je suis allé voir un psychologue aussi pour préparer mes compétitions. Parce que je voulais pas, si la pression arrive, être dans l'incapacité de pouvoir exploiter ce que je sais faire de mieux. Combattre, être sur le tapis, trouver la solution dans un combat. Et puis, par la suite, ça a été m'accompagner en tant que personne qui réussit, personne qui est sollicitée. Bien grandir dans ses baskets, devenir l'homme que je suis devenu aujourd'hui, multicasquette. Donc, ouais. Et puis, la chose que j'ai découvert à chaque fois que j'en parlais quand j'étais jeune, c'était
bah, les gens avaient peur, étaient effrayés par le mot psy. En France, on est flippé par ce mot. Parce qu'ils l'assimilent à problème, à psychiatrie, à prise de médicaments. Mes deux parents sont psychiatres, donc j'ai vu le regard sur eux et sur moi quand. Ouais, voilà. C'est dingue, hein. Je sais de quoi tu parles. Et souvent, je dis aux gens, mais remplacez le mot psychologue par thérapeute, un ami, quelqu'un avec qui vous allez vous confesser, voilà, qui va vous aider à grandir, à mûrir, à prendre de bonnes décisions. Et c'est vrai, quand on la joue comme ça, de ce côté-là, les gens ont une autre vision. Et puis voilà, et puis depuis, plus on en parle, plus les gens comprennent ce mot, plus ils comprennent l'importance de consulter, puisque ça aide, c'est un plus dans la vie. Merci de partager ça. Et dans cette préparation mentale, par rapport à la partie d'ailleurs préparation physique et technique, quelles sont un peu tes méthodes tu disais, pour garder l'esprit clair avant et pendant. Est-ce que tu as des choses que tu peux raconter que ce soit pas. Oui, Ouais. moi je suis Ouais. complet avec ça. Par exemple, moi je sais qu'à chaque fois que je monte sur un tapis, je dois l'accepter avant même de monter, même si, attention, je suis un mauvais joueur. Et quand tu montes sur un tapis ou sur une compétition, tu dois jamais oublier que tu peux gagner ou perdre. Maintenant, c'est à toi de décider qu'est-ce qui va se passer dans ton scénario. Être acteur de ton combat et non spectateur, ça change beaucoup de choses. Ne pas être attentif, ne pas penser la défaite. Si tu veux et tu vas sur cette compétition, je dois savoir pourquoi tu y vas. Après, c'est toujours aussi une question d'entourage. Moi, j'ai la chance d'être bien entouré. Souvent, on dit certains sportifs ont la grosse tête. Bah, c'est pas. Oui, il y a de leur part à eux, mais aussi la part de l'entourage qui, par exemple, va pas vous dire non. Va vous dire oui, va aller tout le temps dans votre sens et vous faire croire monde et merveille. Ça passe par là. Ouais. Et toi, dans ta pratique, Julien, sur justement l'aspect préparation mentale, qui est une des briques auxquelles tu réfléchis, comment tu l'as approché, comment tu la gères avec Teddy aussi? Dans un premier temps, il faut le connaître par cœur, savoir comment il fonctionne, comment il réfléchit, quels sont ses doutes, quelles sont ses craintes s'il en a. Et de trouver les meilleures solutions possibles pour qu'il atteigne un état d'esprit où la défaite, ce n'est pas qu'elle est interdite, mais il ne peut pas perdre. Il ne peut pas perdre parce que c'est le meilleur. Il a travaillé dur pour ça, ses adversaires aussi, hein, forcément. Mais d'arriver à être très concentré, à être déterminé, mais en ayant en même temps une phase où on est relâché, on a du plaisir. C'est pour moi ce sont pour moi les deux combos qui font d'un athlète qu'il atteint sa plus haute performance. Donc pour Teddy, c'était voilà, le côté déterminé et compagnie, c'est très facile parce qu'il l'a pour tout. On va jouer au Monopoly, c'est la Troisième Guerre mondiale, je dis souvent. Et sur le côté relâchement, il n'a pas l'air comme ça parce il peut paraître, il peut sembler paraître quelqu'un de très sûr de lui, quelqu'un qui n'a aucune faille. Je le connais très bien. Il a quand même des petits doutes, il peut avoir des petits doutes. Et puis, l'idée, c'est d'effacer tout ça, d'enlever tout ça. Et je pense qu'on l'a très bien fait pour les derniers Jeux à Paris. Et ça, tu as une méthode, c'est en reformulant, c'est en Ben, les creusant? en réalité, c'est adaptatif. C'est-à-dire, je vais le préparer d'une manière à laquelle je ne vais pas te préparer parce que tu fonctionnes différemment. Donc, une méthode de base, une colonne vertébrale, effectivement, mais ensuite, il faut savoir l'ajuster et au bon moment. Parce que Teddy, voilà, il a des petites. C'est comme pour les tirs à la chasse, il y a des fenêtres, on ne peut pas tirer à n'importe quel moment. Et si on arrive à fusionner à ce moment-là, c'est bon. Rassurant. J'aime bien la métaphore. Est-ce que pendant que tu es sur le tatami, tu as aussi des moments de doute et est-ce que tu as des petites méthodes pour te recadrer dans ces moments-là? C'est pas que sur le tatami, j'ai des moments de doute tout le temps. Ouais. Tout le temps, parce que c'est ma nature et je pense que c'est ce qui me fait me remettre en question. Ne jamais même penser qu'on est le meilleur ou on est trop sûr dans les prises de décision qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours.
Euh, Soit j'en parle à Julien, soit j'en parle à Myriam, qui sont vraiment autour de moi, à dire mes mentors, ceux qui m'aident à réfléchir ou à me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand le doute m'anime? Je dirais même pendant le combat? Pendant le combat. Non, à partir du moment où je monte sur le tapis, je sais à peu près ce que je dois faire. Et je, avec tout ce que je travaille à l'entraînement, c'est là où je me retire le plus de pression. Quand j'arrive en compétition, je sais ce que je dois faire sur chaque adversaire et avoir à chaque fois 1, 2, 3 idées à mettre en place pour pouvoir trouver la solution. Ok. Donc en fait, c'est Je la prépare. préparation qui te permet Bien d'enlever sûr, tout bien sûr. cela. Si je ne fais pas ça à l'entraînement, Ouais. le jour J, premier tour, bonne journée, au revoir, je rentre chez moi. Ouais. Et comme quoi, c'est toujours une question de Ouais. préparation et d'entraînement extrêmement intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. Maintenant, j'aimerais beaucoup qu'on creuse un peu sur cet aspect holistique de la performance et de ce que vous avez construit ensemble. On a commencé à toucher le sujet de la nutrition et je serais hyper intéressé d'avoir votre perspective à tous les deux de peut-être toi ce que tu faisais avant, Julien, et ce que tu fais maintenant, et toi un peu comment tu as réfléchi à ça et comment tu as aidé à construire ce programme nutritionnel avec Teddy. Bah moi, en fait, quand je suis entraîné j'ai vu pas mal de nutritionnistes, j'ai vu pas mal de préparateurs physiques. En fait, je fais un mix. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant des années, on vous met dans des rails, mais on ne sait pas pourquoi. La muscu, moi, j'ai toujours fait ce qu'on m'a dit, sans savoir ce que je travaillais, sans savoir pourquoi je travaillais, à part peut-être, oui, protéger tes muscles, protéger tes articulations. D'accord, très bien. Avec ça, on est avancé. Aujourd'hui, en travaillant avec Julien, c'est vrai que je sais pourquoi je travaille, pourquoi je le fais, quelles sont les chaînes de muscles que je fais, quelles vont être leurs valeurs dans ma vie de tous les jours. Et quand je mange, je comprends ce que je mange. À l'époque, moi, pendant toute mon adolescence, on me faisait un dessin, on me disait, voilà, tu divises ton assiette en 3. La viande d'un côté, les féculents de l'autre, et les légumes. D'accord, mais pourquoi ces légumes-là? Voilà, même pas pourquoi ces légumes, quel genre de légumes? Est-ce que j'ai le droit à de la sauce? Quel genre de féculents? Ok, c'était à ce niveau-là de Ouais. nutrition. Parfois, on parle de haut niveau, mais il y a le haut niveau et je dirais même qu'il y a la haute performance dans le haut niveau. Et quand tu as compris tout ça et quand tu as mis ces ingrédients-là autour de toi, il n'y a plus qu'à. Et tu es encore mieux pour performer. La nutrition, une grande histoire avec moi Teddy. Parce que, voilà, sans vous le cacher, il est très gourmand. Quand on lui parle de crêpes, ça y est, tu mets le poids dessus. de gaufres, directement. C'est vrai. Tiens, je vais aller m'en manger une après. Il a le droit, il a le droit. Il a une superbe médaille, donc il a le droit. Là. Il va laisser 1 an, il peut être tranquille. Non, fais attention quand même. Mais l'important pour Teddy, c'était déjà de savoir comment il fonctionne. Encore une fois, c'est la même chose que pour l'entraînement physique. C'est-à-dire, je l'observais comment il était, comment il fonctionnait, et je me suis dit, non, c'est pas le type de personne qui est capable de faire attention d'un point de vue alimentaire pendant des semaines et des mois et des mois et des mois, en étant hyper strict, hyper rigide. Donc en me calant sur sa manière de fonctionner, c'est-à-dire quelqu'un qui a un profil neurologique de sprinter, on a mis en place des petites phases où on fait attention à son plan alimentaire. Voilà, ne pas le priver à 100%, lui laisser de temps en temps la possibilité de prendre une petite crêpe ou quelque chose qui y ressemble en tout cas, pour qu'il y ait une satisfaction. Voilà, qu'il ne sente pas que c'est trop dur. Et finalement, au fil des jours, en général, à la pesée, il a un poids qui lui permet de pouvoir pratiquer son judo. Et justement, comment tu réfléchis, à quel point tu personnalises le régime alimentaire? Tu disais le mix féculent, viande, légumes qui est en effet assez limité. Est-ce que maintenant vous poussez? Est-ce que vous avez fait des tests avec des moniteurs de glucose? Enfin, à quel point vous avez utilisé la technologie ou c'est le ressenti? Comment vous réfléchissez à ça? Non, on n'a pas eu besoin de tous ces outils.
Teddy est arrivé au jeu avec un poids de 141,2. Alors, on peut pas le voir, il est habillé, mais il était très strié, les abdos apparents, les gros pectoraux. Et c'est ce qui. C'est une très grosse partie de sa réussite dans son judo. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un très, très haut QI judo, je lui répète souvent. D'ailleurs, la première fois que je lui explique, que je lui parlais de ça, il m'a dit écoute, tu me parles de quoi? Mais en fait, il comprend vite, il voit avant tout le monde. On lui explique une fois, il sait déjà le reproduire. Donc, sa partie physique, quand elle est bonne, derrière, il a de grandes chances de gagner. Et on n'a pas eu besoin d'outils majeurs pour arriver à ça. Donc, Et c'était un suivi euh, intéressant. Et donc, si tu me conseillais, par exemple, de réfléchir à ma nutrition et le changer, comment tu l'approcherais? Quelle serait la discussion qu'on ait? Qu'est-ce que tu me dis? bah, j'observerai comment tu fonctionnes, comment tu es, à savoir si tu es quelqu'un d'endurant ou pas, si tu es quelqu'un qui aime les challenges ou pas, si tu es quelqu'un qui aime se faire mal, violence ou pas. Et à ce moment-là, un ajustement en termes de durée, en termes de fréquence, en termes de dosage se met en place très, très naturellement. Le côté challengeant aussi, par rapport à la personne, il ne faut pas se tromper. Ouais. Voilà. Jean-Charles, je sais que par exemple avec toi, allez, qu'on part sur 3 mois de diète, j'aurais aucun problème. Ah, tu le sens déjà? Ouais, je sais. Et on peut lui demander, hein, Je suis assez discipliné. t'es dit, pas possible. Enfin, pas possible. Ouais. Il le fera. Mais rien n'est Par impossible. compétition, rien. Il le fera. Qu'est-ce qu'il y a au bout, quoi? S'il y a des crêpes au bout, ouais, mais... Il y a moyen que. Mais Ouais. ça, c'est d'avoir l'œil au départ, de ne pas se tromper. Ouais. Ça fait la Il différence. y a un mot que tu as utilisé, sauf si tu voulais rajouter quelque chose. Non, non, non. non, non. Il y a un mot que tu as utilisé que j'aimerais bien qu'on creuse ensemble, c'est celui de profil neurologique. Oui. Et tu as dit, c'est un sprinter, je crois. Comment tu définis ces différents critères de profil neurologique et à quel point ça a un impact sur la préparation? Toi, tu t'es reconnu là-dedans aussi. Je suis intéressant d'avoir un peu votre perspective, les deux, sur ce sujet-là. Bah, moi, déjà, j'avais remarqué, sans forcément travailler avec Julien, que tu ne peux pas entraîner un athlète de la même manière que tout le monde. Ça serait une erreur. Parce qu'on est tous différents. Voilà. Et en travaillant avec Julien, j'ai pu apprendre pas mal de choses qui font que, oui, on est tous différents, mais il y a des neurotypes qui font que lui, tu vas pouvoir l'entraîner comme ça parce que tu sais que c'est ce mode-là. Moi, par exemple, je sais que c'est ce mode-là et que ça va fonctionner. Et donc, tout ce qu'il a proposé, je vais adorer. Quand il m'a étudié et qu'il a mis tel format sur la nutrition, tel format sur la musculation, oui, ça a marché parce que je pense qu'il avait les clés. Et ça lui donne l'impression, tu me dis, Je vous me trompe, hein, mais de travailler, mais sans... Alors oui, il y a des efforts, mais en tout cas, pas les efforts qu'il avait fournis auparavant. Ouais, sans laisser des plumes, sans de la contrainte, sans... Exactement, parce que... Ouais, c'est courir face au vent ou avec le vent dans ton dos, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Exactement. Ça lui permet de travailler correctement, mais forcément, le corps récupère mieux derrière. Et en récupérant mieux, il peut retourner au boulot les jours suivants et pas avoir des courbatures pendant des jours et des jours ou se sentir fatigué et ne plus avoir envie d'aller dans le gym. Donc, oui, se focaliser, se calquer sur le profil de la personne, c'est primordial. Et ce profil, enfin ce neurotype, tu le détectes comment? T'as une grille, t'as un questionnaire, Oui. Alors, il y a plusieurs manières. Je suis avec lui très régulièrement, donc je le vois. J'ai une sensibilité aussi qui fait que assez rapidement, hop, j'arrive à apercevoir comment peut être une personne ou pas. Lorsque j'ai pas la personne devant moi, effectivement, on a des grilles, des questionnaires qui permettent justement de pas se tromper et d'aller dans le bon neurotype. Parce que, entre guillemets, si j'entraîne Teddy comme je t'entraîne,
à mon avis, au bout de quelques semaines, ça va être compliqué. Et l'inverse est réel. Et l'inverse est réel. Qu'est-ce qui fait justement ces différences-là quelles sont les questions que tu poses le plus et qui te permettent de détecter rapidement? J'essaie de savoir, par exemple, si la personne est un leader, de savoir si c'est quelqu'un de réservé, si c'est quelqu'un de stressé, si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affect. Voilà. Ça joue beaucoup, oui. Et Dans la toutes manière de ces, s'entraîner, ouais. toutes ces petites indications me permettent à un moment donné de choisir entre les différents Profil. profils qui existent. Ok, extrêmement intéressant. Et Je pense que c'est l'avenir. Hein. C'est l'avenir. Dans 5 ans, 10 ans, tout le monde se calera sur ce genre de choses. Donc, non, c'est hyper important. Et du coup, ça ressemble à quoi ta préparation? T'es dit avant les JO et à quel point ça varie dans le temps et à quel point ça s'adapte, ça Là, change? pas Ouais. tant que ça, parce que moi, en fait, j'ai connu pendant une grande partie de ma carrière des moments où tu t'entraînes tous les jours à un certain niveau. Et quand tu la préparation, tu t'entraînes pendant 3 mois à un certain grand niveau. Et en fait, avec Julien, sa méthode et le nouveau staff qu'on a mis en place, on s'entraîne toute l'année. Il y a des piqûres de rappel, on va faire 2 semaines d'un gros bloc de musculation, mais c'est toujours comme ça crescendo. C'est pas des pics, on continue et du coup, tu n'arrives pas fatigué, tu arrives en pleine forme. Je dirais que c'est plutôt ça. Qu'est-ce que c'est une semaine type? Ça va être 3-4 fois muscu par semaine. 3, 2, 3, 4 fois, oui. Bon, Avec après un peu de technique, un peu de judo, mais c'est jamais tout à un certain. Non, c'est bien rythmé, franchement. En réalité, c'est son ressenti. C'est son ressenti. Lui, pour lui, il n'a pas l'impression qu'on va chercher les hautes sphères. Mais justement, c'est parce qu'on est calé sur son profil. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un autre profil avec les mêmes entraînements, lui, il dirait il faut faire des trucs. Moi, j'en ai. Et on l'a vu parce que j'ai invité, par exemple, Fabrice. Tu voyais le monstre que c'est physiquement. Il n'a pas tenu la séance. Au bout d'une, je sais pas, quelques répétitions, il a dit, je peux pas. Oui, dès la première. Hein, dès la première. Alors que pour toi, c'est assez en standard. Ouais, Ça elle a va, l'exceptionnel. ouais. Et pourtant, je suis pas du tout un vantard parce que je suis pas un mec fan de la musculation. Mais vraiment, c'était sans plus, vraiment. Bon, Fabrice, tu sais qu'on parle de toi. Depuis, il a arrêté la muscu. Ouais, là, plus jamais il était dans une salle. Mais justement, il a l'impression Ouais. d'être sur Un dans équilibre. une croisière, Ouais. alors qu'en réalité, non, loin de là. Mais le fait d'être sur son profil, ça lui permet de faire de gros efforts sans s'en rendre compte réellement, de récupérer beaucoup plus vite pour repartir. Et en réalité, il fait de la haute perf quasiment à chaque entraînement. Hyper intéressant. Et ça, et cette haute perf, tu l'as fait monter progressivement dans le temps aussi? Ah, bien En sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Ouais. Ce qu'on a pu faire ce matin, c'est pas ce qu'il fera dans une semaine et dans 2 mois. Bien évidemment. Après, il faut se caler sur les objectifs futurs mais toujours avancer crescendo, comme on dit. C'est important. Il y a beaucoup dans la science et la médecine de la longévité, il y a l'angle de construire du muscle, mais il y a aussi celui de la souplesse et des articulations. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez aussi ensemble? Et comment tu y réfléchis dans ton pratique? Non, la souplesse, je dirais plus c'est les kinés, ça. C'est le travail avec le staff médical ou derrière. C'est vrai qu'il y a souvent un peu de prévention, parce qu'il faut aller chercher les muscles profonds. J'ai un certain âge et le judo, c'est un sport ultra contraignant. Donc, du coup, il faut toujours, après séance, même s'il fait beaucoup, penser un petit peu à travailler les articulations, les étirements, les muscles, tout ça, ouais. Et à quel point tu adaptes, j'essaie de connecter les différents points, mais est-ce que tu vas réfléchir, par exemple, à la nutrition spécifique de Teddy la veille ou le jour même par rapport aux exercices que tu vas faire? À quel point tu essaies de connecter les deux? Non, c'est plus par rapport au nombre d'exercices. Voilà, s'il a besoin d'un peu plus d'un apport en glucides parce qu'effectivement, on a 2 entraînements dans la journée,
Oui, il y a un ajustement qui se fait par rapport à ça. Quand il y a une phase de décharge, bon, le laisser se faire plaisir à ce moment-là, ça peut être intéressant aussi. Après, ça dépend où se situe d'un point de vue poids. Mais ça peut être très bien. Ah, on a fait une très grosse journée. Allez, la petite crêpe au Nutella, c'est le jour. Et, et c'est le poids que tu suis le plus ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu... Non, je regarde beaucoup le visuel, moi. Ouais. Parce que le poids, Ouais. ça veut tout et rien dire. Tu construis du muscle, tu augmentes en poids et en fait... C'est ça. Ouais. On peut prendre 2 personnes qui font la même taille et le même poids et visuellement, ça n'a rien à voir. Donc, ok, c'est vraiment un suivi visuel. Oui, de savoir un peu où sont les zones à diminuer. Obligatoire. Et tu disais que depuis que tu t'es entraîné comme ça, non seulement sur le tatami, tu es meilleur, mais aussi tu es plus équilibré dans ta vie. Comment ça se ressent ça? Et quels ont été un peu les changements que tu as vécus? Ben, déjà, c'est... comment je pourrais dire ça? Quand physiquement on se sent mieux, que vos résultats sportifs à l'entraînement sont au top, ça enlève une grosse décharge. Moi, ma vie, c'est le judo. Quand ça va pas, quand on est en stage et j'arrive pas à trouver la solution sur un adversaire, c'est comme si tout mon univers s'effondre. Ouais. Alors après, ouais, ils ont du boulot, mais moi, je travaille pour avoir des résultats. Donc, du coup, parfois, c'est vrai que ça peut ne pas me plaire. Et donc, du coup, je veux très, très vite trouver cette solution. Mais lorsque tout va bien dans ma vie sportive, bah forcément, tout roule. Je mange équilibré, je mange correctement, les heures de sommeil sont respectées. Du coup, j'ai beaucoup plus d'énergie dans ma vie de tous les jours pour pouvoir tenir face à mes différentes casquettes. Donc, ouais, c'est un tout. C'est un socle. Et tu parlais du sommeil. À quel point le sommeil et la récupération rentrent dans votre pratique à tous les deux? Là, c'est simple. Ouais. Après, il sera plus détaillé tout ça, mais je vois quand j'ai pas une très bonne nuit ou des heures de sommeil respectées, je vois comment, quand on prend les différentes courbes, ma peau est enflammée, le poids ne se perd pas pareil. Et du coup, bah, tout de suite, qu'est-ce que tu as fait hier soir? À quelle heure tu t'es couché? Est-ce que tu as fait... Et tout de suite, on a les réponses. Le corps ne ment pas. C'est Et le sommeil, on vient de faire un podcast sur le sommeil, à quel point c'est la clé de voûte. Ouais. Bah, c'est très important, hein. C'est un des piliers aussi, hein. La performance, c'est ça, hein. C'est si on fait de bonnes choses dans tous les domaines, on a beaucoup plus de chances de performer comme on le souhaite. Et le sommeil, non, c'est très important. Et du coup, tu lui as imposé des heures de coucher, Non, nombre d'heures minimum? Teddy, c'est quelqu'un quand même qui veut le meilleur. Et il sait que pour avoir le meilleur, faut faire des sacrifices. Ou en tout cas, il faut avoir une conduite, pas exemplaire, parce qu'il faut pas être rigide et strict au plus haut point. Mais il sait qu'il y a certaines choses à faire. Et de ce côté-là, j'ai pas besoin de me cacher pour voir s'il sort ou si... Je regarde. Il sait, il est sérieux là-dessus. Et puis, quand la nuit n'a pas été bonne, il a la possibilité de faire une petite sieste pour pouvoir récupérer. On réajuste aussi l'entraînement, bien évidemment. On lui dit, bon, fais attention à ce que tu manges aussi. Donc, il y a d'autres leviers. Quand l'un n'est pas optimal, Ouais. on ajuste avec Là, l'autre. juste sur les autres. Ouais. Tu parlais tout à l'heure par exemple, du volume de glucides que tu vas donner selon le volume d'entraînement que tu vas faire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de la nutrition que tu ferais prêt? Il faut qu'il s'hydrate bien. J'essaie de voir si il boit bien pendant la séance, s'il boit entre les repas, si il évite de trop boire pendant le repas. Ok. Voilà, pour la digestion et tout. Il grignote pas. Donc non, c'est des petites choses comme ça de la vie de tout le monde en fait. Parce que on parle des sportifs, non, mais c'est L'idée, c'est de l'appliquer à tout le monde. Ouais. exactement. Ouais. Et voilà un petit peu les choses qu'on peut observer. Si tu prends toutes tes années au plus haut niveau, est-ce que tu as ressorti quelques principes ou 2, 3 principes essentiels de la préparation qui sont un peu tes mantras? l'hygiène de vie. Moi, les 3 choses pour moi qui font que j'ai performé, c'est un équilibre là, au niveau. Une bonne préparation physique,
techniquement au top, mentalement, je dirais plus qu'excellent. Même si on peut jamais l'excellence, c'est très compliqué. Et je vais dire, voilà, quand tu as ces trois-là à un très bon niveau, en général, ça envoie du très lourd, mais dans tous les secteurs. Ouais. Et Ça sert à rien, pour moi, là, quand on parle de haut niveau, d'être bon que dans un secteur. Il faut être bon à un très bon niveau. Ça sert à rien d'être là, ça n'aidera. Il faut être à un bon niveau. Les trois, ça suffit pour gagner et aller très loin dans la haute performance, la compétition et plus, ouais. Et d'ailleurs, tu as plusieurs casquettes. Il n'y a pas que la performance sportive, tu es aussi entrepreneur, beaucoup de choses. Comment tu appliques justement, comment tu arrives à gérer toutes ces casquettes? Parce que j'imagine que tu es déjà à la pointe de la performance sur le judo, et rien que ça prend un volume d'entraînement qui est immense, et bien sûr, préparation. Comment tu gères, comment tu répartis ton temps et comment tu appliques tout ce que tu as réussi en tant que champion aux autres métiers? Bah, déjà, moi, la première chose que je me suis toujours dit pendant toute ma carrière, c'est d'abord le judo et ensuite le reste. Donc, quand le judo est fait et qu'il reste un petit peu de temps, et ben là, on essaie d'équilibrer l'emploi du temps, mais je dirais d'une manière générale, comment on y arrive et qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce que je vais chercher. Je pense que tout ce que le judo m'a enseigné, j'essaie de m'en servir par exemple, dans tout ce qui est le côté entrepreneurial. Ça veut dire gagner, consolider un dossier et l'emmener au plus haut, quoi. Il y a pas de... Quand on a connu le haut niveau, quand on a connu la difficulté de s'entraîner, de partir en quatre coins du monde, de trouver de l'adversité, dans la vie de tous les jours, c'est un plaisir d'évoluer. On n'a pas de... On se fixe pas de limite. On est prêt à relever n'importe quel défi. Et je fonctionne comme ça, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec les différents projets que je peux avoir dans ma vie de tous les jours. Je le fais, avec le plaisir parce que c'est important. Deux, quand je monte ou je rentre dans un dossier, c'est pour aller au bout. Ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, c'est peu importe ce que vous ferez dans votre vie, que ce soit sportivement ou bien dans votre vie de tous les jours, faites-le en vous donnant à fond, en essayant d'être le meilleur. Point. C'est tout ce que je veux. Et tu dis, c'est le judo d'abord, mais je t'ai vu faire les deux très bien en même temps. Il y a rarement un vidéo call avec toi où tu es en train de faire du vélo. Un humour assez soutenu. C'est vrai. Ouais. Hyper intéressant. Et en parlant de tout ça, toute cette méthode et tout ce qui est en train d'être construit et que vous partagez, vous êtes en train d'essayer de le packager pour le plus grand monde aussi, et on pourra en reparler aussi le moment venu, mais comment rendre ces méthodes holistiques d'approche accessibles à tous, ça va être un sujet qui va impacter beaucoup de gens, je pense. Exactement, ouais. Ouais. C'est ce qu'on souhaite. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Alors après, je ne sais pas si on en parle déjà, mais on est en train d'essayer d'élaborer une application pour justement donner et proposer à un plus grand nombre de personnes l'envie de s'entraîner correctement et surtout à leur façon à eux. Leur façon à eux, quand je dis ça, c'est pas oh bon, moi je vais faire ça aujourd'hui, mais en fonction de leur neurotype. Voilà, on va évaluer avec cette application qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez besoin et de quelle manière on va vous l'apporter. Et je trouve ça intéressant de pouvoir travailler tous ensemble dessus. Ouais. Ah oui, c'est un super projet, que les gens que le monde puisse s'entraîner comme un immense champion. Franchement, c'est vraiment un beau projet et bah, bientôt on pourra proposer ça à tout le monde, donc Ouais. c'est top. On en reparlera, mais c'est très excitant de connecter tous ces mondes-là et donner accès à ça à tous. Peut-être une dernière question. Tu parles beaucoup de cette... D'accord, je parle trop. Ouais, si tu arrête, on va se concentrer avec Julien maintenant. Tu vois, d'aller au bout, de se donner à fond de la performance, d'essayer d'être le meilleur. Il y a des échecs parfois, et on a parlé d'une de tes premières défaites qui t'a amené à revoir ça. Comment tu as approché ce moment-là? Comment tu l'as géré? Et comment tu l'as surmonté? J'ai pas eu beaucoup d'échecs dans ma vie, mais
À chaque fois, ça m'a permis d'être meilleur. Mm. Ça m'a permis d'être meilleur parce que je me suis enfermé, je me suis mis de côté, j'ai fait un état des lieux, j'ai pris conscience de pourquoi en fait, la question quand on perd et quand on passe à côté de... Plus je dis ça, mais à chaque fois, je suis reparti comme avec une médaille, mais pourquoi? Pourquoi c'est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Et j'essaie de me souvenir chaque étape. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que j'ai pas mis dans mon panier pour réussir à gagner sur cette compétition? Pourquoi lui a gagné? Pourquoi moi je n'ai pas gagné? Et quand j'arrive à trouver et à comprendre certaines choses, je me dis, ben voilà, on va changer ça, on va mettre ça en place, on va faire ci, on va faire comme ça, pour que ça n'arrive plus. Voilà comment moi je fonctionne. Et à chaque fois que j'ai eu un échec sportif, c'est comme ça que j'ai fait les choses pour pouvoir être meilleur et pour plus que ça m'arrive dans ma carrière. Et à quel point ce que j'aime beaucoup dans tout ce qu'on a échangé, c'est se concentrer sur son profil, sur son neurotype, se développer, se dépasser soi-même, et cetera. À quel point aussi tu as des gens en face de toi, tu as d'autres, à quel point tu te compares ou tu essayes de ne pas te comparer? À quel point tu regardes les autres? À quel point tu t'inspires? Je regarde pas forcément ce que les autres font. Je m'informe. C'est-à-dire, je sais que cet adversaire-là, lui, il fait un judo avec les deux mains, du côté gauche comme du côté droit. Paf, c'est noté. Je sais que toi, par exemple, tu es droitier, mais tu es un excellent droitier qui fait très bien judo. Paf, c'est noté. Lui, ça va être un gaucher relou anti-judo. Tu le notes. Derrière, tu travailles. Je vais mettre ça en place sur mon judo qui sera capable de contrer ton judo, ce judo-là, le judo de tout le monde. Mais jamais à dire « Ah, il fait ça, mais je vais pas pouvoir. Ah, mais... » Sinon, tu te neutralises. Ouais. J'ai eu des entraîneurs qui me disaient « Ouais, non, faut pas faire ça parce qu'il fait ça. Faut pas faire... » Non, se concentrer sur soi, être acteur de son combat. Les autres de subir. Ça change la donne. Quand tu commences à penser « Oui, mais lui, s'il fait ça, regarde ma position. Ah, oui, mais lui, il fait ça, tu recules. Tu te mets en défense. » Alors que si tu vas, tu fais, tu imposes ton judo, tu imposes ta manière de mener le combat. Ça change la donne mentalement, mais aussi dans celle de l'adversaire. Et ça s'applique à la vie de tous les jours, en tout cas à l'entrepreneuriat, à la vie dans l'entreprise, c'est comment, choisir ses combats et comment, Exact. y arriver Bien sûr. C'est avec la bonne forme. hyper important. Ouais. Extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la préparation et de la performance physique et de la performance de haut niveau dont vous aimeriez parler et je ne vous ai pas posé la bonne question? Le plus important, c'est que la personne croit en ce qu'elle fait, qu'elle y prenne du plaisir. Moi, je me souviens d'une anecdote où on faisait des cache-cache avec Teddy avant de faire l'entraînement. Bah oui. C'est vrai, tu vas être un peu dur à cacher, mais Ah non, non, il était beau. Je trouve il a galéré. Non, il était beau. Ouais. Il était même très bon. Ouais. Et alors, des fois, je me demandais comment il faisait. Tricher, là, si je trichais. L'essentiel, c'est de gagner. Surtout dans un cache-cache. pas cache-cache, là on a le droit. Voilà. Et après, il nous faisait des super séances. Ouais. Voilà. On ne peut pas faire des cache-cache tout le temps, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que Tu prépares la la séance. personne doit kiffer ce qu'elle fait. Ouais. Elle doit y croire. Mhm. Un bon entraîneur, c'est quoi? C'est pas celui qui vient avec la meilleure méthode, qui vient avec les meilleurs gadgets. C'est quelqu'un qui, quand l'athlète l'écoute, il se sent rassuré. Il comprend que avec lui, il devient plus fort. Donc voilà, si j'avais quelque chose à rajouter, ça serait ça. Il faut croire en ses rêves, croire en ce qu'on a envie, et ça doit être un objectif commun avec son athlète. Excellent. Teddy, je t'aime. Non, mais si, ça. Je vais quand il se rattrape. Ouais. Il y a une belle déclaration, c'est la première fois que j'ai ça, c'est mon niveau. Non. Hip. On pourra couper au montage. Ça. Si tu devais donner un conseil à Teddy qu'il n'a pas encore entendu, ce serait lequel? Ou que tu as envie qu'il entende? Un conseil qu'il n'a pas encore entendu. Ça serait de mettre le curseur en adéquation avec où tu te situes à l'instant T.
Parce que ce garçon, il est capable. Il pousse un peu le curseur. Ben, il est capable, après une blessure, 3 mois sans judo, se retrouver face à des personnes qui sont dans les 20 meilleurs mondiaux et ne pas être content parce que je ne les ai pas fait tomber. Et je me souviens d'un stage en Hollande où il vient voir, oh, je suis une merde. Comme ça, ah non, j'ai pas réussi à les faire tomber. Mais attends, t'es dit. Il fallait reprendre avec lui. Mais regarde ça, reprendre le contexte. Et ça a été difficile. Hein. On parlait de difficultés. Qu'est-ce qu'on a rencontré comme difficulté? C'était vraiment difficile qu'ils comprennent que non, c'est normal que tu en sois là. Si j'ai mal à une jambe, le 100 mètres, je le cours en 10 secondes d'habitude. Là, je cours en 11. Est-ce que c'est mauvais? Non. Et lui pensait que oui. Voilà. C'est comme ça que je suis. Je fais du rien. Et c'est ça aussi qui fait de toi un champion. Mais Bien sûr. trouver le bon Curseur, c'est le bon curseur, c'est compliqué, mais hyper important. Peut-être une toute dernière chose, que je vois le temps filer, mais tu te mets quand même beaucoup de pression de la performance. Il y a aussi beaucoup de pression du regard extérieur, j'imagine, du monde, des attentes. Pas tant que ça. Tu t'arrives à prendre de la distance? Pas tant que ça, parce qu'en fait, moi, je me souviens, et je crois que je le citerai, je ne me lasserai jamais de la citer, parce que c'est ce qui m'a conduit pratiquement 19 ans après. La première fois que j'ai fait une interview, j'étais invité sur un plateau de Laurent Ruquier. C'était ma première télé. Et je pose la question à ma mère, vraiment, j'ai un peu le trac, tout ça. Et elle me dit, sois toi-même. S'il t'aime, il t'aime. S'il t'aime pas, tant pis, tu seras toujours le fils de ta maman. Autoroute. Autoroute, voilà. Je suis toujours resté moi-même, naturel. Et voilà. On doit juste garder dans un coin de la tête qu'on est au devant de la scène et qu'il y a de la jeunesse qui vous regarde et qu'il faut être quand même... Et on a ce rôle d'exemple. Après, il faut être soi-même et il faut foncer. Et tu viens de me rappeler, du coup, la question que je voulais vous poser à tous les deux, mais qui me semble extrêmement importante. On est dans une société qui est de plus en plus sédentaire, c'est-à-dire les gens bougent moins de mouvement. Quels sont les messages que vous voulez faire passer sur la place du sport dans notre société et à quel point il faut pousser, à quel point il faut communiquer? Mais moi, je dis très souvent, ne pensez pas sport comme une contrainte, pensez sport comme un plaisir, comme la santé, comme quelque chose qui va vous faire du bien. Parce que c'est la réalité et parce que c'est pas que le haut niveau ou certaines personnes qui peuvent se permettre. Le sport, c'est pas forcément aller dans une salle. Le sport, c'est pas forcément avoir un vélo. Le sport, c'est marcher, c'est courir un petit peu. C'est pas une question ou une affaire de temps. Ça peut être 5 minutes par jour, ça peut être 15 minutes. L'essentiel, c'est de faire, c'est d'y prendre goût et que ça devienne d'un naturel. Voilà. Je dirais pas. Voilà. Non, bravo, rien à ajouter, c'est parfait, c'est ça. Chez Alan, on a une phrase qui est la santé, c'est tellement important et tellement sérieux qu'il faut la gamifier, qu'il faut en faire un jeu, en effet. Et c'est comme ça qu'on aide les gens à marcher plus, etc. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va construire comment on peut aider les gens à trouver leur neurotype et être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est hyper d'accord. Donc, merci beaucoup à tous les deux pour votre sagesse, pour l'inspiration que vous êtes pour nous tous et pour cette méthode qui mélange science et intuition, ressenti et performance, et qui t'a amené, qui était déjà, mais qui continue à t'amener au plus haut niveau et à te dépasser en permanence quand on pouvait penser peut-être que tu étais un pic et en fait, on peut toujours aller plus loin. C'est ce dépassement de soi, mais en le rendant fun, en le rendant quasiment un non-effort, comme vous racontiez si bien tous les deux. Donc, merci d'avoir partagé ça avec tout le monde et essayer de faire en sorte que la santé, la prévention soit un jeu pour tous, que prendre du plaisir à se développer physiquement, mentalement, à penser à cette vision holistique de la nutrition, du sommeil, et comme quoi toutes les parts de l'équation sont connectées dans cette performance de la vie de tous les jours. Donc merci à vous et à tous. J'espère que vous avez autant apprécié l'échange que j'ai apprécié. Il y a eu des déclarations d'amour. Il y a eu des conseils extraordinaires. Si vous avez aimé,
Abonnez-vous à Healthier Humanity, le podcast sur la longévité, la santé et le bien-être. Et il y a encore plein d'autres épisodes qui arrivent, difficilement aussi bons que celui-ci. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Avec grand merci.